Bienvenue dans ce 12e hors-série de la matrescence. Un mercredi par mois, un ou une experte répondra à vos questions. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le compte Instagram de la matrescence pour poser vos questions sous le post concerné. Ce mois de mai consacre une semaine à l'accouchement respecté. Pour ce hors-série, j'ai donc demandé à Charline, sage-femme libérale, de nous éclairer sur ce moment de vie si important. On a parlé de nos droits, de préparation à l'accouchement, de l'outil BRAIN pour un accouchement éclairé qui signifie B pour bénéfice, R pour risque, A pour alternative, I pour intuition, N pour nothing. Charline vous explique en détail ce que cela implique. On a parlé de césarienne et d'accompagnement. C'était complet, super intéressant. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite surtout une très bonne écoute. Salut Charline. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de le faire aussi rapidement. Je ne suis pas la plus organisée, mais merci d'avoir répondu présente. C'est un vrai plaisir. Alors, on va parler d'un sujet qui me passionne, de l'accouchement. Et j'ai trop hâte, parce que les questions que tu as choisies, j'ai trop hâte d'entendre les réponses, parce que je trouve ça hyper intéressant. Première question, c'est quoi la définition d'un accouchement respecté en maternité dite classique ? Ouais, alors déjà merci pour le choix des questions, mais vraiment merci à celles qui les ont posées parce que les questions sont effectivement hyper intéressantes et je trouve celle-ci très pertinente parce que souvent quand on parle d'accouchement respecté, forcément on pense à la physiologie et donc on pense au type d'accouchement les plus physiologiques possibles, c'est-à-dire les accouchements accompagnés à domicile. On peut penser aux maisons de naissance, mais en fait, qu'est-ce que c'est fondamentalement un accouchement respecté ? En fait, c'est juste le fait de respecter le déroulement naturel, physiologique d'un travail qui se met en place spontanément, de l'accouchement qui avance de telle ou telle manière. Et donc, ça veut dire c'est l'équipe soignante qui respecte ce que le corps de la femme, de la parturiente est en train de faire. Mais c'est également la femme enceinte, là en question, qui est en travail, qui respecte aussi ce que son corps est capable de faire, mais également sa partenaire. En fait, vraiment, quand on parle de respect, c'est important d'englober tout le monde. Souvent, on se dit, en fait, j'ai peur que mon accouchement ne soit pas respecté par l'autre. Mais est-ce que moi aussi, en tant que femme enceinte, j'ai connaissance de ce que mon corps est capable de faire ? Et est-ce que je suis capable de le... En fait, dans le sens respecter, c'est aussi de lui faire confiance, en fait, pas forcément en opposition à je ne le respecte pas, mais est-ce que je suis capable de lui faire confiance ou est-ce que je vais demander un déclenchement de convenance parce que ça m'arrange d'accoucher le 14 juillet. Enfin, c'est ça, en fait, vraiment, quand on voit large l'accouchement respecté, c'est juste respecter ce que le corps est capable de faire, mais également respecter ses limites. En fait, que ce soit l'équipe soignante comme la parturiente ou sa partenaire, c'est aussi accepter et respecter que le corps a des limites et que tant qu'on peut rester dans la physiologie, c'est tant mieux. Mais parfois, il n'y a rien à y faire, on doit intervenir et c'est aussi respecter respecter son corps tel qu'il est avec ses forces, mais également ses faiblesses et ses points qui ont besoin d'aide. Mais c'est important de rappeler qu'un accouchement respecté ne veut pas dire qu'il exclut les césariennes, par exemple. Exactement. C'est ça qui est... Et en fait, il faut pas confondre. On peut respecter absolument chaque mode d'accouchement, peu importe où on accouche et comment on accouche, en fait, parce que c'est juste comprendre et accepter. D'où je replace la pétition Une femme, une sage-femme, parce que pour pouvoir respecter tous les accouchements, il faut du personnel. Oui, je valide. Donc voilà, la définition du respect, de toute façon, elle est propre à chacune, à chacun, dans son parcours. Il faut juste être bien clair sur ce qu'on veut pour soi aussi, et ce qu'on est capable de faire, et que l'équipe médicale, elle est là aussi pour écouter et aiguiller, c'est ça ? Exactement. Alors, deuxième question. Si l'on souhaite accoucher à domicile, où peut-on trouver une sage-femme qui pratique l'AAD ? Alors, AAD, ça veut dire accouchement accompagné à domicile. Auquel cas, combien y a-t-il de maisons de naissance en France et où les trouver ? Pour trouver une sage-femme libérale qui pratique l'accouchement accompagné à domicile, rien ne vaut Internet. On peut trouver cette information assez facilement. Il y a vraiment l'association des professionnels de l'accouchement accompagné à domicile et on peut trouver la liste des sages-femmes tout en sachant que tout ce qu'on trouve sur Internet n'est pas forcément toujours à jour. Donc ne pas hésiter en fait à prospecter autour de chez soi.
demander directement dans des maternités, est-ce que vous savez si dans le coin, il y a des sages-femmes qui pratiquent des accouchements à domicile. Clairement, pour ça aussi, parfois, les groupes Facebook, ça fonctionne très bien pour le bouche à oreille. Parce que toujours garder en tête que tout ce qui est liste sur Internet, c'est pas toujours à jour. Les maisons de naissance, aujourd'hui en France, il y en a 8. Donc pour rappel, les maisons de naissance, c'est des structures physiologiques qui, en fait, c'est vraiment comme le principe d'accoucher à la maison, mais dans une structure, mais qui est vraiment pas du tout médicalisée. Il y a les sages-femmes, donc il y a quand même des professionnels médicaux, mais il n'y a pas d'acte. Vraiment, en fait, on accompagne la physiologie pleinement à partir du moment où on fait un acte médical tel que par exemple la pose d'une péridurale, ça ne se passe plus en maison de naissance. Aujourd'hui, il y en a 8, c'est ce qu'on appelle les maisons de naissance expérimentales. Ça a été mis en place il y a quelques années. Et comme ça fonctionne bien, et bien là, il y a des nouveaux projets qui démarrent. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais semblerait-il, il y a facilement 12 nouvelles maisons de naissance qui vont être mises en place. Donc, c'est super, il faut le temps que ça se mette en place. Mais voilà, pour celles qui sont enceintes actuellement, il y en a 8. Et il y en aura sûrement plus dans les années à venir. Et en fait, je complète cette réponse en parlant des plateaux techniques. On en parle moins souvent. Les plateaux techniques, en fait, c'est le principe d'avoir son suivi global avec sa sage-femme libérale. Mais au lieu d'accoucher à domicile ou dans une maison de naissance, parce que forcément, on est en 8 en France, il n'y en a pas pour tout le monde partout. Par contre, des plateaux techniques, il y en a un peu plus. Franchement, en toute honnêteté, je n'ai pas trouvé le chiffre. Et en fait, je trouve ça pas simple, effectivement, de trouver les informations. Et je trouvais ça important aussi de le dire. En fait, quand vous tapez plateau technique France, c'est pas forcément simple à trouver. Par contre, quand vous cherchez dans votre région, là, il y a plus, c'est plus précis. Et encore une fois, en fait, quand on ne sait pas, soit demander à sa sage-femme libérale dans le coin, soit appeler les maternités en disant est-ce que vous avez un plateau technique. Si eux ils en ont pas, en fait on sait ce que font les maternités aux alentours, parce que c'est vrai, en fait, si vous avez du mal à trouver des infos sur internet, je le comprends, c'est pas si simple, mais les plateaux techniques, en tout cas, ça permet d'avoir donc son suivi global avec sa sage-femme libérale pendant toute la grossesse, et c'est cette sage-femme là qui va vous accompagner lors de l'accouchement, mais dans la structure de la maternité, mais comme si vous étiez finalement dans une maison de naissance. C'est juste les murs qui changent, et également juste la porte d'à côté, il y a tous les intervenants nécessaires si toutefois on sort de la physiologie. Mais les plateaux techniques, c'est une bonne alternative également. Ouais, mais je te complète sur la difficulté de trouver les informations sur le plateau technique, parce que si les sages-femmes, elles s'installent, et puis après, peut-être qu'elles arrêtent, et on ne sait pas, il n'y a pas de, comme tu dis, il n'y a rien qui est mis à jour. Parfois, elles sont, il faut le dire aussi, elles sont entravées par certaines maternités ou autres professionnels de santé. Donc, il y a un vrai débat, de toute façon, on le sait, hein, sur le choix de l'accouchement en France. Et aussi pour l'accouchement à domicile, je crois qu'il y a une liste sur le site CPAAD, collectif pour l'accouchement accompagné à domicile. Ouais, c'est ça. Mais tu as raison, je pense qu'elle n'est pas tout à fait mise à jour. Je crois que les derniers chiffres, c'est qu'il y a 66 sages-femmes en France. Donc, on en a 8 maisons de naissance et 66 sages-femmes qui accompagnent à domicile. Ça fait peu pour les 700 000. Sur ce site, en tout cas, il y a l'air d'avoir... J'avoue que je n'ai pas tout compté, parce que ce n'est pas numéroté, mais ça a l'air plutôt complet. Mais par exemple, j'ai regardé dans ma région, et voilà, je sais que par exemple, il en manque une qui est en train de voilà, c'est le bouche à oreille, quoi. Pardon ? C'est le bouche à oreille après. Ah, voilà, c'est ça. C'est dommage. S'il y a des gens responsables dans les hautes instances qui un jour écoutent ce podcast, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir plus de choix ? Ça serait chouette. En tout cas, c'était une bonne question, parce que comme tu dis, je trouve les plateaux techniques, moi j'ai découvert ça après ma première fille, je savais même pas ce que c'était, quoi. On m'en avait jamais parlé. Et c'est vraiment en train de se développer, hein. Quand même, les maternités, elles ont conscience que les choix sont de plus en plus divers chez les couples, et les plateaux techniques sont en train quand même de se multiplier, donc ça vaut le coup vraiment de se renseigner. Alors, troisième question. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un col ne s'ouvre pas malgré 60 heures de travail pour un premier et 24 heures pour un second? Peut-on faire quelque chose pour aider l'ouverture du col? Alors, j'ai choisi cette question parce que, alors, pour moi, le choix des mots est important. J'avoue, je tatillonne beaucoup, parce qu'en réalité, un travail, ce qu'on va définir un travail en tant que sage-femme, ne peut pas durer 60 heures. Vraiment, ce qu'on va appeler un travail, c'est je suis sûre à 100% que là, c'est mis en route et que l'accouchement va avoir lieu.
En gros, le travail, c'est j'ai des contractions régulières, efficaces et qui ouvrent le col. C'est la définition du travail. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça important de le dire parce que ça fait très peur quand on entend des accouchements de 60 heures, 48 heures, etc. En fait, ce qui est vraiment long, c'est le pré-travail. C'est la phase vraiment de latence avant que ça ne démarre vraiment. C'est cette phase où on n'est pas sûr à 100% que ça va vraiment démarrer aujourd'hui. Il y a effectivement parfois un pré-travail qui démarre et ça s'arrête et ça revient. Et c'est un peu ce qu'on appelle plutôt une dystocie de démarrage, c'est-à-dire une difficulté à ce que ça démarre justement. On n'est pas vraiment lancé dedans. Pourquoi Pourquoi ça démarre pas franchement? Eh ben, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. C'est embêtant. Est-ce que c'est l'intensité des contractions qui n'est pas suffisamment forte? Est-ce que c'est la tête du bébé qui ne se place pas de manière optimale dans le bassin, de sorte à ce que la tête elle appuie convenablement sur le col pour continuer de stimuler cette sécrétion d'hormones? Est-ce que moi je me sens un peu tendue, j'ai du mal à lâcher prise? Bref, plein d'interrogations. On n'a pas forcément la réponse et si on l'avait, ben, on ferait en sorte en fait, que ça ne dure pas 60 heures, tout simplement. Et en fait, ce qui est important de retenir, c'est que vous n'êtes pas responsable de tout. Et ça, c'est important. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut quand même essayer de faire, même si c'est pas du 100% parce qu'on n'est pas maîtresse de tout. Parfois, de faire de l'acupuncture en fin de grossesse, ça va pas forcément mettre en route le travail, mais c'est parfois la petite étincelle qui fait que quand ça se met en route, ça se met franchement en route. Après, dans certaines maternités, il y a des protocoles d'aromathérapie. Alors, c'est des choses qui ne sont pas forcément prouvées scientifiquement parlant, mais clairement, à ce stade-là, ça permet de se sentir actrice de son travail et ça joue aussi dans son vécu de l'accouchement. Donc, c'est important, c'est apprendre. Le fait de rester mobile un maximum, ça peut, pendant la grossesse, quand on est en menace d'accouchement prématuré, on propose plutôt de rester au repos. Donc là, à l'inverse, on a envie de bouger pour optimiser. Maintenant que les contractions elles sont là, on y va, on bouge. Et aussi, le fait de bouger, ça peut aider le bébé à placer sa tête de manière optimale sur le col pour favoriser vraiment la sollicitation du col. Donc on peut, et on va favoriser vraiment ce que je vais appeler la bulle d'ocytocine. Vraiment, maintenant que j'y suis, je comprends qu'est-ce que mon corps produit pour avoir des contractions, entre autres l'ocytocine, mais pas que. Et du coup, cette bulle, je vais vraiment essayer de la favoriser. Et je vais essayer de rester dans cette bulle de protection et d'ocytocine. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir? L'ocytocine, on en parle de plus en plus. L'hormone de l'attachement, l'hormone du plaisir, l'hormone qu'on sécrète lorsqu'on a un orgasme. Bref, tout ce que je ressens quand je me sens... Waouh, là, je me sens vraiment très bien. Et ben, je vais essayer de mettre tout ça en place pour vraiment favoriser ce que le corps fait déjà naturellement. Et en fait, toutes ces clés-là, on peut déjà les avoir en soi. Qu'est-ce que je fais quand je me sens pas bien? Quelle musique j'écoute et je me dis non mais cette musique c'est incroyable quand je me sens bien, quand je l'entends. Et vraiment penser à ça avec chacun de ses sens, avec ses 5 sens. Qu'est-ce qui me fait plaisir pour la vue, pour l'ouïe, l'odorat, le toucher? Je veux vraiment penser à tout ça. Mais également la kinesthésie vraiment dans le mouvement et c'est pour ça que parfois on voit des femmes danser, chanter. En fait, le but c'est de kiffer. Si c'était juste ça, et ben ce serait magique, mais vraiment en fait on rappelle qu'on va mettre tout ce qu'on peut en place pour favoriser et optimiser ce que le corps est déjà en train de faire, mais on se rappelle sans pression qu'on n'est pas responsable de tout. Et à ça, ben, on va ajouter le lâcher prise, ce mot magique qui est horrible, je trouve, à chaque fois qu'on le dit. Clairement fou. C'est horrible parce qu'il suffit de le prononcer pour qu'on lâche pas prise, mais c'est vraiment le mot magique en fait, se dire en fait j'accepte. Voilà, mon corps a du mal à se mettre en route, et ben je l'accompagne dans son chemin que lui il fait, et j'accepte que je peux pas tout maîtriser. Voilà, l'acceptation. Et c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, tu parles de quelque chose qui fait plaisir. Je disais, oh là, moi je crois que j'aurais mangé une tablette entière de chocolat, tu vois, pour un truc qui fait du bien. Mais dans le goût. Et c'est exactement ça. Faire des câlins à son partenaire, s'embrasser, enfin voilà, regarder des photos, tout ça. C'est vrai.
allumer des bougies, lire des mots. Ouais. Tu sais, je pense à ça parce que j'ai fait une Blessing Ways avant la naissance de ma deuxième fille. Et c'est vrai que toutes mes copines m'avaient écrit des petits mots. Et pendant le travail, bah, je le lisais. Et je me souvenais de cette journée qui avait été juste tellement riche en ocytocine. Et je pense que ça, voilà, ça me gardait dans cet état, comme tu dis, dans une bulle. C'est génial ceux qui arrivent à préserver la bulle. Mais carrément, et du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, tout ça, ça se prépare en amont et de se dire pendant la grossesse, bah voilà, en fait, tel moment là, je kiffe et bah je l'ancre, je l'imprime, je m'en nourris, peut-être je l'associe à un mouvement, à une chanson. Là, je passe une super bonne journée, bah, je vais écouter en boucle telle chanson que j'adore. Et en fait, automatiquement, on crée une autoroute pour que le jour J, quand j'entends cette chanson, ça me refait penser à ce moment, la chanson de mariage, la chanson qu'on a écoutée sur laquelle on s'est marré lors de notre dernier anniversaire. Enfin, voilà, ce genre de trucs qui... Et en fait, ces clés-là, on les a déjà en soi. Et c'est important d'y penser en amont. Parce qu'en réalité, quand on est dedans, bah, c'est pas forcément le moment où on va se dire, bah, tiens, quelle musique peut me faire du bien. Donc, c'est des choses à penser en amont, en faisant de la prépa, en discutant avec d'autres, etc. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que manger des dattes, ça a un effet? Parce qu'on entend souvent pour faire maturer le col. Alors, on entend souvent les dattes, on entend également les feuilles de framboisier. Framboisier. En toute honnêteté, moi, j'ai jamais lu d'études qui prouvaient réellement. Je pense que ce serait une quantité vraiment très importante de dattes pour avoir suffisamment d'ocytocine pour mettre les choses en route. Après, vraiment, encore une fois, donc, je ne sais pas tout. Peut-être qu'il existe des études que je n'ai pas trouvées. Donc, si toutefois c'est le cas, ben, je suis vraiment ouverte à ce qu'on me les envoie. En tout cas, c'est des choses qui font pas de mal. Et je pense que ça contribue à se sentir bien, en fait, de se sentir actrice, tout simplement. Voilà, c'est ce que je disais pour l'aromathérapie. C'est des choses qui ne sont pas forcément prouvées, mais on se sent acteur et puis ça sent bon et ça fait du bien. Et donc, en fait, ça agit peut-être pas de la manière qu'on pense, mais ça agit différemment et c'est tant mieux. C'est le but. Voilà. Super, ok, très intéressant. 4e question. Comment mettre toutes les chances de son côté pour accoucher par voie basse quand on a accouché par césarienne la première fois? Ouais, alors j'ai fait exprès de positionner cette question juste après la précédente, vu qu'il y a plein d'infos qu'on vient de donner. C'est complètement possible d'accoucher voie basse après une césarienne. Dans certaines maternités, et selon les raisons des césariennes précédentes, on peut même autoriser un accouchement voie basse après 2 césariennes. Ça se fait pas partout et c'est vraiment... on discute vraiment du dossier, mais c'est quelque chose qui peut être proposé dans certains cas. En tout cas, c'est possible. Et en fait, la question, c'est pour quelle raison la première césarienne a eu lieu. Si la césarienne a eu lieu parce que vous attendiez un bébé en siège et qu'il y avait une disproportion fœto-pelvienne, c'est-à-dire que les mesures faisaient en sorte que l'accouchement voie basse par le siège n'était pas possible, et bien en fait, la possibilité d'accoucher voie basse est 100% possible. Là, la césarienne, elle a été faite pour des raisons médicales. On n'a même pas laissé le travail se mettre en place. C'est presque comme en fait, c'est un premier accouchement voie basse, comme si c'était un premier accouchement, même si en réalité, vous avez déjà accouché et que le corps s'est déjà préparé à un possible accouchement. Est-ce que c'était une césarienne en cours de travail? Ça joue aussi. Quand on a une césarienne à 6 cm de dilatation, bah, forcément, le col s'est déjà ouvert une première fois. Ça va être toujours ça de prix pour un deuxième accouchement. Le corps a une mémoire. Et en fait, la question, c'est vraiment pourquoi cette césarienne a eu lieu. Et du coup, on va pouvoir comparer à cette deuxième grossesse. J'ai eu une césarienne et on s'est rendu compte qu'à la naissance, mon enfant pesait 4,2 kg. Là, j'attends un enfant qui est estimé à 3,5 kg à la naissance. Bah, en fait, c'est rassurant. J'ai eu une césarienne pour anomalie du rythme parce que mon bébé ne supportait pas l'intensité des contractions. Et en même temps, j'attendais un bébé de petit poids qui avait peut-être moins de ressources en lui pour supporter les contractions. Et ben là, c'est pas le cas. Et en fait, vraiment, il est vrai que quand on a eu une première césarienne, le risque de césarienne est augmenté par rapport à quand on a accouché voie basse la première fois, parce qu'on a une cicatrice sur l'utérus, parce que du coup, l'utérus peut souffrir davantage des nouvelles contractions, et aussi parce que parfois, il y a un truc qu'on n'a pas su saisir, mais qui fait qu'en fait, effectivement, l'accouchement voie basse, c'est compliqué, mais on ne sait pas dire pourquoi. Donc, il y a plus de risques, mais néanmoins, dans 3/4 des cas, l'accouchement voie basse, c'est complètement possible. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser? En fait, la nature le fait déjà, j'ai envie de dire.
parce qu'en fait, c'est complètement possible, parce que chaque accouchement est différent, chaque bébé est différent, chaque grossesse est différente. Et après, tout ce qu'on peut faire pour favoriser l'accouchement voix basse, c'est exactement ce qu'on vient de citer dans la question précédente, mais vraiment, sans même que vous fassiez quoi que ce soit, c'est complètement possible que ça se déroule voix basse sans encombre. Vraiment, c'est possible. Ouais, en fait, là, le travail principal, il est de se rassurer. Exactement. De se dire que ça n'ira pas en césarienne, c'est pas programmé pour que tu ailles en césarienne, c'est que la nature fera différemment peut-être. C'est ça, peut-être. Et vraiment, ça vaut le coup là d'en discuter au cas par cas. Comme je disais, ça vaut le coup de se dire pourquoi cette première césarienne a eu lieu et comparer avec la grossesse actuelle. On ne peut pas savoir vraiment, mais parfois on a un peu des pronostics, notre flair de soignante qui nous fait dire non mais voilà, vraiment, vu ce que vous racontez, j'ai rien à me mettre sous la dent pour se dire que ça se repassera de la même manière. Donc c'est ça, en discuter, se rassurer et faire confiance. Et la preuve, moi en France, je sais que ça se fait pas ou très très peu, mais aux États-Unis, on peut accoucher à domicile après avoir eu une césarienne. Les sages-femmes acceptent ce type d'accouchement. Donc pour dire que c'est, il y a vraiment, on peut aller même aller dans l'autre sens. Quoi. Ouais, en France, c'est pas autorisé, mais effectivement. Encore un problème d'assurance. Alors, 5e question. Est-ce qu'une césarienne programmée requiert une préparation à l'accouchement? Ah oui, hyper intéressant. Ouais. Alors, encore une fois, je vais juste rebondir sur le mot choisi. J'ai vraiment pas modifié les questions, c'est fait exprès pour les prendre telles quelles. C'est intéressant d'employer ce verbe. Est-ce que ça requiert en réalité, je pense que tout accouchement nécessite une préparation, mais en réalité, rien n'est obligatoire. Vraiment, chaque personne est libre. Donc, c'est pas obligatoire, ça ne requiert pas forcément, mais c'est vivement conseillé. Et du coup, c'est intéressant effectivement pour une césarienne pour 2 raisons. Premièrement, le terme correct, c'est pas préparation à la naissance, mais préparation à la naissance et à la parentalité. Donc, c'est pas parce qu'on sait qu'on va avoir une césarienne qu'en réalité, la préparation à la naissance et à la parentalité est inutile parce que l'accouchement n'est qu'une partie de toute cette préparation. C'est le drame, justement. C'est qu'on croit toutes qu'il n'y a que ça. Et non, mais justement, ouais, non, mais tout à fait. Et donc, on peut parler de l'alimentation du nouveau-né, de l'arrivée de son enfant, du postpartum, tout ça. Mais également, en fait, on peut parler de la césarienne. Et carrément, j'invite vraiment les personnes qui savent qu'elles vont avoir une césarienne d'en parler, mais également celles qui ne savent pas qu'elles vont peut-être avoir une césarienne parce que, en fait, le savoir, c'est le pouvoir, vraiment, j'adore cette phrase, mais c'est vraiment ça. En fait, avoir une césarienne, c'est pas être passive au moment de son accouchement. Parce que ne serait-ce que de comprendre pourquoi la césarienne a lieu, comment elle se passe, ça veut dire l'accepter, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, respecter cet accouchement-là tel qu'il est. Et en fait, quand j'accepte que je comprends, j'ai peut-être l'impression d'être passive, mais c'est pas le cas du tout. Hein. Pour les professionnels de santé, vraiment, faire une césarienne chez une patiente qui a compris, qui est compliante, eh bien c'est aussi une manière de travailler beaucoup plus sereine et beaucoup plus simple que face à une patiente qui ne comprend pas, qui subit, qui ne le vit pas bien. Donc en fait, comprendre, c'est déjà être acteur. Juste ça. Et à ça, en fait, on peut rajouter et se dire comment j'ai envie de vivre cette césarienne. Eh bien, en plus, quand elle est programmée, on a le temps. Donc, est-ce que j'ai envie d'être accompagnée par ma partenaire Est-ce que j'ai envie de mettre de la musique? Est-ce que j'ai envie de pousser également quand ils sont en train de faire sortir mon bébé? Et bien tout ça, c'est des choses qu'on peut penser en amont et proposer au moment de la césarienne. Savoir comment ça va se passer, voir ce qu'on peut mettre en place. Et du coup, ça vaut le coup aussi, on peut faire des projets de naissance pour une césarienne, mettre par écrit. Voilà, si toutefois j'ai une césarienne, qu'elle soit programmée ou pas, dans la mesure du possible et selon les circonstances du moment, voilà ce qui me ferait plaisir, que vous me disiez... là, ça y est, on voit la tête, vous pouvez pousser, parce qu'on peut utiliser les abdos du haut pour la césarienne. C'est des choses qui peuvent carrément se préparer en amont et je pense que ça joue vraiment pour garder un bon souvenir de cette césarienne. La césarienne, ça peut être un magnifique accouchement également. Oui, c'est sûr, évidemment. Heureusement, d'ailleurs, franchement, je recommande, il y a des vidéos sur les césariennes qui sont magnifiques sur les réseaux sociaux. Je sais que parfois, les femmes, ça leur fait du bien de se dire que c'est une naissance. Enfin, faut arrêter de se dire qu'elles n'ont pas accouché, évidemment. Évidemment, c'est elles qui ont tout fait quand même. Exactement. Alors,
6e question. Avec tous les discours médicaux très anxiogènes autour de l'accouchement, comment démêler le vrai du faux? Ou du moins, comment faire la différence entre un risque avéré et ce qui relève plus de la peur du soignant quand on n'a pas la connaissance médicale? Hyper intéressant comme question. Ouais, je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est une question que beaucoup de monde se pose et qui reflète un peu le contexte actuel. On sent qu'il y a quand même une petite fissure dans la confiance que peuvent avoir les soignés envers les soignants. Et du coup, on passe peut-être d'un extrême à l'autre, alors qu'avant, c'était la parole sainte des soignants. Là, on remet tout en question. Et du coup, je trouve ça intéressant d'aborder cette question pour retrouver un juste équilibre. Premièrement, vous pouvez faire de la préparation à la naissance pour comprendre les grandes lignes de qu'est-ce qui peut se passer lors d'un accouchement. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer, quelle situation vous pouvez être confronté, tout ça, vraiment les grandes lignes de ce que nous, on voit tous les jours en maternité et qu'on ne comprend pas forcément quand on est soigné. Pourquoi on peut faire une césarienne, pourquoi on peut faire un forceps, une ventouse, une épisiotomie, une déchirure, tous ces mots qui ont tendance à faire peur, les comprendre avant, et bien ça permet justement de démêler le vrai du faux. On peut lire soi-même aussi. Clairement, ça peut prendre du temps, mais vous trouverez sur le Collège national des gynécologues obstétriciens de France et ben, en fait, plein d'informations. Vous tapez des mots-clés, il y a des infos. Il y a également parfois des fiches d'informations faites pour les couples. Sur le site internet de la Haute Autorité de Santé, il y a plein d'infos, plein de protocoles. Clairement, ça prend du temps de lire, mais il faut accepter également que pour être sage-femme, c'est 5 ans, pour être gynéco, je vais dire une bêtise, c'est 10, je pense. Et donc, effectivement, il y a des choses que vous ne pourrez pas totalement savoir. C'est un fait. Et pareil, il faut l'accepter. Et après, ça, c'est le rôle vraiment du soignant, à la fois d'instaurer une relation de confiance. C'est hyper important. C'est aussi le rôle du soigné. Je dis soigné, c'est pas une maladie, mais c'est pour dire voilà, la personne qui est en train d'accoucher. C'est aussi votre rôle d'oser poser les questions. Je sais que c'est compliqué, parfois on n'ose pas, mais vraiment, finalement, parfois juste en demandant, c'est incroyable comme on est surpris par la possibilité de l'autre de répondre. Et si cette personne n'est pas capable de répondre à votre question et que vous sentez que vous n'arrivez pas à nouer cette relation de confiance, eh bien vous, votre partenaire, posez à nouveau la question, peut-être croiser un autre soignant en disant « Écoutez, vraiment, j'ai besoin qu'on m'explique ça ». C'est important vraiment d'avoir un lieu où on peut poser les questions. Et encore une fois, c'est des choses, tant qu'on peut l'anticiper, on l'anticipe. Parce que soyons honnêtes, quand on est dans le feu de l'action, quand on est là dans un univers qu'on ne connaît pas, avec des soignants qu'on ne connaît pas encore et que tout est nouveau et qu'en plus on est dans l'euphorie et l'excitation de la naissance entremêlée avec peut-être de la peur, et ben c'est compliqué à ce moment-là de savoir démêler le vrai du faux. Donc c'est important de le faire en amont, vraiment en faisant de la prépa, en se renseignant, écouter des témoignages et en les prenant tels que des témoignages, ça peut être intéressant aussi. Parce que ça permet de se dire bah tiens, j'ai entendu qu'il pouvait se passer ça, 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 et du coup j'en parle à ma sage-femme, à mon obstétricien pendant la grossesse. Et hyper important aussi de débriefer après la naissance, il y a des choses qu'on n'a pas compris, et même si en fait on pense avoir tout compris, juste de se redire hop, on refait le fil ensemble, soit à la maternité, soit avec sa sage-femme libérale après la naissance. Ça permet de reposer des mots et de comprendre ce qu'on a vécu même après coup. Parce que vraiment, en fait, c'est normal et encore une fois, c'est ça aussi, respecter la naissance, respecter le fait accepter le fait qu'il y a des choses qui nous échappent le moment venu parce qu'on n'est pas dans la situation où on peut tout comprendre, tout saisir. Mais par contre, le pouvoir que j'ai, c'est d'en discuter en amont et après. Donc, et si vous avez un doute sur ce que votre soignant vous dit, eh bien ouais, vous avez le droit de demander un deuxième avis, sachant que, soyons honnêtes, dans les situations d'urgence, et on va en parler après sur d'autres questions, dans les situations d'urgence, c'est compliqué d'avoir l'espace pour poser toutes ces questions-là. Donc vraiment, vraiment, il faut faire de la prépa. Non, mais c'est bien parce que là, du coup, on résume bien, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Ouais. Et une femme, une sage-femme, ça serait la solution aussi. Pour ne pas être dans le rush et avoir toute la possibilité de pouvoir poser les questions qu'on veut pendant le travail de l'accouchement, quoi. Exactement.
Ça serait chouette. Alors, 7e question. Le post-accouchement est-il moins douloureux physiquement sans péridurale? Sans dénigrer la péridurale, quels sont les bienfaits d'un accouchement sans péridurale au niveau physique? Alors, effectivement, quand même, les récits des femmes qui accouchent sans péridurale, on se remet quand même souvent mieux d'un accouchement sans péri. En fait, pourquoi? Pour plusieurs raisons qui sont finalement assez logiques. Souvent, ça va plus vite sans péridurale, on est plus mobile et donc en fait, on sent comment on bouge, ça va plus vite, on est peut-être aussi moins fatigué. Donc déjà, physiquement parlant, il y a ça en moins. Également avec la péridurale, comme ça endort tout le bas du corps, en fait, même si l'accouchement peut également être rapide avec la péridurale, hein, évidemment, on ne le sent pas forcément si on est mal installé. En fait, c'est tout bête, mais juste si j'installe mal le bas de mon dos, je peux rester 3 heures comme ça, il n'en faut pas plus pour avoir mal le lendemain. Donc, juste ça. Après, quand on accouche sans péridurale, il est vrai qu'il y a souvent moins de déchirures, moins d'épisiotomie, moins d'assistance instrumentale, donc ventouse, forceps. Et donc, c'est des choses qui peuvent, il est vrai, augmenter les douleurs dans le postpartum. Donc, ça peut être réduit lorsqu'on a accouché sans péridurale. Mais également, sans péri, on est vraiment à fond dans ce bain d'hormones, d'ocytocine, mais également l'adrénaline qu'on a lorsqu'on accouche. Et en fait, tout ça fait qu'il y a un peu une espèce d'euphorie après l'accouchement. Tu confirmes? Ah, c'est clair, c'est vrai. Et clairement, tu n'es plus du tout en train de te dire waouh, mais je sens que ça brûle, qu'il y a un truc qui est passé entre les jambes. Tu es un peu genre waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Et donc, il y a un peu ce shoot aussi qui finalement aide également à gérer les douleurs post-accouchement parce que avec ou sans péri, finalement, on peut ressentir qu'on a accouché après un accouchement, mais quand on sécrète une bonne dose d'ocytocine, et on le sait, l'ocytocine est accompagnée de sa copine l'endorphine. Et c'est important de redire l'endorphine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire morphine endogène. C'est ça, en fait, endorphine. Donc, ça veut tout dire, en fait. C'est un analgésiant, un antidouleur naturel qu'on sécrète soi-même. Et après, je vais dire un petit mot sur la péridurale, comme justement la personne dit sans dénigrer la péri. Quand je dis que ça peut être un peu plus loin avec la péri, qu'il peut avoir plus d'extraction instrumentale, de naissance assistée par un instrument, plus de déchirure, d'épisiotomie, en fait, ça peut entre autres être dû à cause de la péridurale, parce qu'on se positionne différemment, parce qu'on sent moins les efforts expulsifs, pour toutes ces raisons-là. Mais en réalité, il ne faut pas oublier également que dans les chiffres, quand on parle de péri, il y a également toutes les personnes qui, de toute façon, n'ont pas pu accoucher sans péridurale. Et donc, par définition, il y a les personnes, qui sont plus à risque de forceps, de ventouse, parce que, par exemple, j'avais prévu d'accoucher sans péridurale, et en fait, le travail traîne, on voit que ça n'avance plus, et du coup, on sort de la physiologie, on pose la péridurale pour essayer de faire avancer les choses, et en fait, pourquoi le travail a stagné? Peut-être parce que c'était un bébé de gros poids qui a du mal à passer dans le bassin. Donc, en fait, c'est juste pour dire que c'est pas forcément la péridurale la cause des problèmes, mais c'est parfois la cause qui fait qu'on pose la péri et qui fait que dans les accouchements avec péridurale, il y a de toute façon plus de médicalisation. C'est important. Oui, il faudrait faire une distinction dans le groupe de la péridurale sur. Il y a 2 catégories dedans, et donc les risques sont pas tout à fait les mêmes. Enfin, du coup, les conséquences sont pas les mêmes en fonction de la catégorie dans laquelle on se trouve. Exactement. Et je rebondis sur quand tu parlais de l'accouchement sans péridurale. Je pense qu'il faut qu'on précise qu'on parle évidemment pour des femmes qui ont bien préparé, parce que ça se prépare quand même un accouchement sans péridurale. Je pense juste à ma mère qui a dû accoucher sans péridurale à l'époque, et on lui a rien dit, on l'a attachée sur une table sur le dos. Elle pourra jamais dire qu'elle a eu le shoot d'ocytocine après l'accouchement, parce qu'elle n'avait pas du tout anticipé cette façon d'accoucher. Donc faut bien dire aux femmes que quand on fait ce choix-là, même si ça se termine en péridurale, on a fait de la prépa, et on le répète. Ouais, exactement. Et même si c'est pas notre choix d'accoucher sans péri, de toute façon, pendant la prépa, on parle de la possibilité d'accoucher sans péri, parce qu'une péridurale, on peut ne pas avoir le temps de la poser, elle peut ne pas être efficace. Donc, dans tous les cas, on se prépare à un accouchement sans péri.
Donc, faites de la prépa. C'est Charline qui parle, elle a raison. Oui. Les sages-femmes libérales, elle en fait, elle a raison. Alors, 8e question. Est-ce que tous les actes médicaux durant l'accouchement sont obligatoires ou nous pouvons les refuser? Exemple, épisiotomie, monitoring. Ça, c'est une question qui revient très, très, très souvent et ça revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur cette fissure qu'il y a dans la confiance avec le monde médical. Aucun acte médical n'est obligatoire. Aucun. La seule obligation des soignants, en premier lieu, vraiment, ce sur quoi on ne va pas forcément demander l'avis, c'est lorsqu'on parle d'urgence vitale. En réalité, et après je vais nuancer mes propos, en réalité, le fœtus, tant qu'il n'est pas né, n'a pas de vraie valeur juridique. C'est-à-dire que c'est le choix de la mère qui prédomine. Donc en réalité, si la mère fait un choix qui risque de mettre la santé de son fœtus, qui n'est pas encore né, on va l'appeler comme ça, en danger, en réalité, on doit écouter le choix de la mère ou du couple. C'est hyper difficile. Clairement, dans notre société et dans nos études, on n'est pas du tout formé ni préparé à ça. C'est juste absolument horrible. Ça arrive, c'est hyper rare, mais il y a certaines personnes qui sont capables de dire, franchement, j'en ai conscience. S'il arrive un truc à mon enfant, j'en ai conscience, mais en fait, ça, non, vous ne me le ferez pas. Et nous, c'est juste en fait, horrible pour nous. On n'est pas du tout prêt à accepter ça. Et ça bouscule énormément. Mais en réalité, légalement, ce serait ça. C'est un peu extrême. Mais dans les faits, c'est pas trop comme ça. Voilà. Mais ça, voilà, c'est pour dire légalement, c'est comme ça. Tout acte médical est censé être consenti avant qu'il ne soit réalisé. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, dans l'urgence, c'est compliqué de consentir quelque chose. C'est très compliqué. Du coup, on en revient toujours au même, faites de la prépa. Mais en fait, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas non plus de grande généralité. Je vais prendre l'exemple de l'épisiotomie. Donc moi, là, aujourd'hui, je ne travaille plus en maternité, mais lorsque j'accompagnais des accouchements, personnellement, j'étais très mal à l'aise, les rares fois où je faisais des épisiotomies, de le dire au moment où je le faisais. Parce que je trouve ça pas simple de continuer de pousser et d'être à fond dans son accouchement quand on dit juste là, si vous êtes OK, j'ai besoin de faire une épisiotomie, voilà pourquoi. Personnellement, et là c'est mon avis, et vraiment, là je parle personnellement et après, en fait c'est juste pour donner des pistes, j'avais tendance avant l'accouchement de réexpliquer quelles pouvaient être les raisons d'une épisiotomie. Si toutefois j'avais besoin de la faire, est-ce que vous m'autorisez à le faire et est-ce que vous préférez que je vous le dise ou pas? Et en fait, quand c'est possible, vraiment, tout ce qui peut être discuté en amont, en fait, ça simplifie tout et pour la personne qui accouche et pour le soignant. Parce que ça permet de dire, OK, je sais que la personne qui est en face de moi, elle a compris quel était tel acte et qu'elle est OK. À l'inverse, il y a des personnes qui vont dire, non, mais moi, si vous me faites une épisiotomie, je veux le savoir maintenant. D'où l'intérêt d'en discuter. Et c'est ce genre de choses qu'on peut écrire sur les projets de naissance, se dire, bah voilà, évidemment, si je peux ne pas avoir d'épisiotomie, c'est tant mieux. J'ai bien compris que, en fait, dans plein de cas, elle peut vraiment être, ne pas être nécessaire. La seule raison pour laquelle on fait une épisiotomie, c'est que là, la tête, elle est sur le point de sortir, mais ça bloque, ça bloque. On voit au monitoring que le bébé est en souffrance et en fait, c'est trop tard pour utiliser ventouse ou forceps et il serait bon que cet enfant naisse là maintenant. En fait, c'est pas pour protéger la peau, c'est juste pour accélérer la naissance dans le cadre d'une souffrance fœtale. Une fois qu'on l'a compris, et ben en fait, on peut en discuter en amont et dire, bah voilà, si toutefois je suis confrontée à cette situation, est-ce que vous m'autorisez à est-ce que et en fait, on peut parler de ça pour la ventouse, le forceps, la césarienne, tout en sachant qu'il y a aussi des actes qu'on sent un peu venir. Par exemple, une césarienne en urgence, parfois on sent un peu le vent tourner pendant le travail. Et donc, on a le temps de dire, bah voilà, en fait, là, je peux pas vous dire que vous aurez une césarienne, mais on sent qu'on sort de la physiologie, on n'est plus tout à fait aussi serein que tout à l'heure. Il est possible, le risque de césarienne augmente. Et en fait le mot-clé, c'est vraiment toujours la discussion. Donc, oui, en soi, vous pouvez tout refuser. Vous pouvez. Mais par contre, la vraie question, c'est pourquoi vous le refusez et est-ce que vous connaissez tous les tenants et les aboutissants. Et pour ça, il existe un outil qui s'appelle le BRAIN, BRAIN,
N, qui est intéressant à faire, mais ça prend du temps, donc c'est vraiment quelque chose, encore une fois, à faire en amont, mais c'est vraiment, voilà, un déclenchement, quels sont les bénéfices du déclenchement, quels sont les risques, quelles sont les alternatives. Voilà, là, on me dit, médicalement parlant, il serait mieux que mon enfant naisse bientôt, mais moi, j'ai vraiment pas envie d'un déclenchement. J'ai envie de me donner une chance. Alors, quelles sont mes alternatives? Attends, le I. Après, c'est le I. L'intuition de la mère, en fait. C'est hyper important, ça. Et vraiment, on peut en parler pour éviter un acte, mais aussi à l'inverse. Une femme enceinte qui arrive aux urgences en disant il y a un truc qui va pas, on écoute une femme enceinte. Vraiment, l'intuition d'une femme enceinte, c'est hyper fort, c'est incroyable. Et le N, c'est pour nothing. Qu'est-ce qui se passe si on fait rien du tout? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est important dans chaque situation, en fait, de se poser ça. Quels sont les bénéfices, les risques? Et là, j'ai toutes les infos. Vraiment, j'ai toutes les infos pour faire un choix éclairé. Et finalement, en fait, on se rend compte que quand on remplit vraiment toutes ces cases, cette confiance, elle naît à nouveau. En fait, dans beaucoup d'actes, une fois que c'est expliqué, les avantages, les inconvénients, les risques, finalement, beaucoup de patients sentent qu'ils reprennent du pouvoir parce qu'ils reprennent du savoir. Et en fait, finalement, après coup, une fois qu'on sait tout, il n'y a plus tant d'actes qui sont refusés, je trouve. Encore une fois, vous avez le droit, mais d'expérience, je trouve que quand c'est bien expliqué, en fait, c'est souvent bien accepté aussi. C'est toujours la même chose, la communication, le temps, se sentir à l'aise. Je pense qu'on est tous et toutes capables d'accepter des choses quand on est bien prévenu et comme tu dis, on comprend la décision. Et je pense à ça, je peux rebondir, mais par exemple, ça m'est arrivé pour ma première, on m'a percé la poche des os. Là, clairement, je n'avais pas du tout le brain, je ne savais pas du tout ce que ça impliquait, pourquoi on faisait ça. Je me suis dit, ok, c'est bien, mais on sait que percer la poche des os, c'est pas une urgence vitale. Il y a, si. Pardon? Est-ce que ça peut être une urgence vitale? Non, moi, dans mon cas, ça l'était pas, mais c'est plus pour le confort des soignants, parfois, il y a des actes médicaux. La seule raison pour laquelle on devrait rompre la poche des os artificiellement, c'est si toutefois on est face à une dystocie cervicale, c'est-à-dire que le col ne s'ouvre plus après un certain temps. Sachant que là, il y a des recommandations qui sont assez récentes de la Haute Autorité de Santé, qui fait qu'on peut vraiment tolérer pendant plusieurs heures un col qui n'avance plus, surtout lorsqu'on est dans la phase de latence, donc avant 5-6 cm. C'est pas une urgence vitale. En fait, ça peut être une urgence vitale si on se dit, en fait, là, on sent que ça peut vraiment avancer d'un coup si on rompt la poche des os et que l'accouchement se passe voix basse rapidement parce qu'on voit que le bébé souffre au monitoring. Ça peut arriver, dans la majorité des cas, c'est pour faire avancer le travail lorsqu'on est face à un travail qui n'avance pas, et c'est pour éviter la césarienne. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais effectivement, le brain peut tout à fait s'inscrire dans ce cas-là, parce que parfois, ça vaut le coup de se dire, franchement, je sens que ça peut se débloquer, je le sens en moi, et est-ce qu'on peut attendre 1 heure de plus et refaire le point? Et voilà. Et encore faut-il savoir tout ça. Et exactement. Et vraiment, on peut pas s'en vouloir pour des choses qu'on ne sait pas. Non, c'est clair. Et puis, mais j'aime bien ce que tu as dit sur l'intuition, parce que je pense qu'on se coupe un peu trop de cette intuition, nous les femmes, alors que, comme tu dis, on ressent des choses. Et pour ne pas m'être coupée de mon intuition pour ma deuxième fille, je savais que ça allait arriver. Je savais qu'on était le dernier soir avant qu'on passe à 4. Enfin, tu vois, dans mon corps, je ressentais tout. J'avais aucune notion de ça pour ma première, parce que je savais pas écouter mon corps. Et je pense parce qu'on nous dit pas assez qu'il faut écouter notre corps. Tu vois, je trouve que c'est bien que toi, en tant que soignante, tu le dises. Mais que ce soit pendant la grossesse, mais je pense que même une fois que tu as vécu ça pendant ta grossesse, pour toute ta vie, tu apprends en fait à écouter ce que ton corps te dit. On est complètement coupé de ça. Donc, même pour les personnes qui sont en désir de grossesse et qui ne sont pas encore enceintes, apprenez dès maintenant à écouter ce que votre corps vous dit. Vous allez voir, c'est un incroyable messager. C'est vrai, mais tellement. Allez, question 9. J'aime beaucoup cette question. C'est ma petite sœur qui l'a écrite et je n'y suis pour rien si tu l'as choisie, donc bravo.
Si on perd les os mais sans contraction, peut-on rester à la maison encore un peu avant de rejoindre la maternité ? Il m'a été déconseillé de le faire pour des risques d'infection et je n'ai pas très envie de risquer de donner des doses d'antibiotiques à ma fille dès la naissance. Mais en même temps, pour toutes mes amies qui ont perdu les os sans contraction et qui ont attendu 10 heures avant les premières contractions à l'hôpital, donc c'est pas très intime, je préférais être chez moi. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recommande lorsqu'on rompt la poche des os? C'est pas forcément urgentissime si le liquide est clair, c'est-à-dire que s'il est vert comme une purée de petits pois, c'est que le bébé montre qu'il y a une souffrance, c'est bien d'aller vérifier, là pour le coup. Quand c'est clair, transparent, tel que de l'eau, en réalité, on a le temps de prendre une douche, de mettre un pantalon sec, d'aller à la maternité. Généralement, on dit dans les 2 heures tranquillement. Ça permet effectivement de rester un certain temps chez soi. Néanmoins, quand même, ce qui est recommandé, c'est d'aller vérifier parce qu'effectivement, le risque d'infection, il est important. Ce qui est important de rappeler sur la rupture de la poche des os, c'est que en réalité, il y a certaines femmes qui rompent la poche des os tôt pendant la grossesse. Par exemple, des femmes qui rompent la poche des os à 30 semaines d'aménorrhée. Et elles ne vont pas accoucher là, on fait en sorte qu'elles n'accouchent pas tout de suite. Donc, c'est possible de passer plusieurs semaines même avec une poche des os rompue. C'est des femmes qu'on surveille généralement pendant 48 heures minimum à la maternité. Et si tous les bilans sont OK, les échographies sont normales, etc., tout va bien, c'est des femmes qui peuvent rentrer chez elles et qui reviennent généralement 2 fois par semaine pour refaire le point. Parce que dans notre balance bénéfice-risque, on va préférer surveiller une grossesse avec une poche des os rompue et donc un risque d'infection plutôt que de faire naître un enfant prématuré. Lorsqu'on rompt la poche des os quand on est dans le dernier mois de grossesse, donc on va dire pour un bébé à terme, la balance, en fait, elle s'inverse. On va préférer que l'enfant naisse plutôt que de prendre le risque d'une infection. Ça, c'est dans notre balance à nous de soignants. Et en fait, à ça, on peut repenser au brain, du coup, quels sont les bénéfices, les risques, etc. En tout cas, vraiment, je conseille quand même d'aller faire le point. Parce qu'en fait, juste si vraiment il y a une infection, je pense qu'en réalité, tout le monde aurait envie de le savoir. Et après, s'il n'y en a pas, eh bien, discutez-en avec l'équipe. Souvent, on va vous conseiller de rester à la maternité pour surveiller le monitoring, pour surveiller la quantité de liquide, pour mettre des antibiotiques. Parce que du coup, les antibiotiques, on les met pendant la grossesse pour justement éviter d'en mettre chez le nouveau-né à la naissance. Pour éviter d'aspirer du liquide s'il y avait... En fait, on n'aspire plus forcément le liquide chez les nouveau-nés. Mais là, s'il y a une rupture qui est longue et qu'on n'a pas mis d'antibiotiques, et ben on va aspirer du liquide à la naissance. On a plus de risque d'une infection finalement chez un nouveau-né, donc il n'y a pas beaucoup de défense immunitaire, lorsqu'on ne prend pas en charge la rupture de la poche des os. Et donc, ce que j'ai envie de conseiller, c'est si vous rompez la poche des os et que le liquide est clair, que vous avez bien senti votre bébé bouger, que tout va absolument bien, il n'y a pas de saignement, il n'y a rien, et ben prenez déjà ces 2 heures chez vous, tranquille, on bouge et on sait que la rupture de la poche des os, ça peut favoriser justement la mise en route du travail. Ensuite, je vous conseille quand même d'aller faire le point à la maternité. Et en fait, surtout, j'ai choisi cette question aussi parce que c'est sûr qu'on a beaucoup plus d'intimité chez soi, la question ne se pose pas. Et en fait, c'est pour vous inviter à se poser la question, qu'est-ce que je peux ramener, qu'est-ce que je peux mettre en place à la maternité pour faire de cet endroit mon petit cocon également. Et c'est vraiment ça, en fait. Vraiment, une fois que j'ai rempli toutes mes cases du bénéfice, risque, avantage, ok, bon, bah, je me dis quand même, j'ai quand même envie d'aller vérifier. J'ai quand même envie d'être sûre que tout va bien. Et finalement, je me sentirai également peut-être plus en sécurité et plus rassurée si, quand on est face à ce genre de discussion, à ce genre de questionnement, et ça, c'est vraiment propre à chacun, j'influence pas du tout dans un sens, bien que je reste soignante, donc forcément, en fait, j'influence quand même. Fait d'aller consulter, mais vraiment ce que je veux dire c'est que une fois que vous avez toutes les informations complètes, et ben c'est tout, effectivement vous êtes pleinement responsable, et ça veut dire si je suis responsable, j'assume également parce que je connais les risques. Et en fait c'est ça, au bout d'un moment effectivement en fait on est face à des adultes responsables tant que vous avez toutes les infos, et ces infos là vraiment je vous invite à les mettre par écrit, vraiment de mettre par écrit, sinon même juridiquement parlant ça n'a aucune valeur. Et donc je vous invite en fait à faire de la maternité un lieu, cette petite bulle, qu'est-ce que je peux ramener, on a parlé tout à l'heure des 5 sens, et j'invite à ramener des boules qui également à la maternité, ça évite d'entendre
les gens dans les couloirs et et les autres patients et les sonneries, etc. Et en fait, je peux créer cette bulle à la maternité et c'est important de préparer ça également en amont. Si toutefois, je romps la poche des os, que je dois aller à la maternité plus tôt, ou si toutefois j'ai un déclenchement, comment je peux faire que cette attente dans ce lieu qui n'est pas chez moi devienne quand même un lieu intimiste. Et j'imagine que ça reprend le I de brain, c'est l'intuition aussi, de se dire ok, j'ai rompu la poche des os, est-ce que je me sens bien, est-ce que ça va dans mon corps, ou est-ce que je sens que j'ai un petit doute et je préfère aller vérifier. C'est ça, et prendre le temps de vraiment tout noter. Quand même, moi j'aurais tendance de au moins aller faire le point. Vraiment, je ne peux pas dire l'inverse. Mais au bout de 2 heures. Ouais, on a le temps tranquillement. Ça va, 2 heures. Ouais, vraiment. Parce que même pour les soignants, on aime bien quand vous venez pas trop tôt. On aime bien quand vous venez vérifier, mais tranquille, comme ça, vous bougez chez vous, vous dansez, vous faites votre bulle d'ocytocine, et puis ça se met en route tranquille. Ok, alors, oui, au passage, je vais être tata. Je suis très fière. Dernière question. Les accouchements des femmes de ma famille depuis 3 générations ont été très difficiles. Je suis mortifiée à l'idée d'accoucher, mais je rêve d'une famille avec mon conjoint. Avez-vous des conseils? Ouais, alors, avoir peur d'accoucher, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de monde. Première information, avoir peur, c'est normal. En fait, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'inconnu. Et par définition, on a peur de l'inconnu. Donc, c'est normal. En réalité, la peur, elle pose problème que quand elle nous empêche d'avancer vers un projet dont on a vraiment envie. Et donc, première question, c'est est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie de ce projet? Genre, est-ce que je sens que c'est vraiment dans mes tripes? Ou est-ce que c'est parce qu'en fait, ça fait autant de temps qu'on est ensemble et l'autre en a envie et puis la société nous dit que ce serait bien d'avoir un enfant, mais quand j'y réfléchis vraiment, est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie de cette grossesse? Et donc, ça vaut le coup de se poser, en fait, d'être transparent avec soi-même et d'oser se poser des questions qui sont peut-être pas agréables. Et en fait, j'invite vraiment à... Pardon. J'invite vraiment à en discuter avec des soignants. En fait, vraiment, on peut poser des questions sur l'accouchement avant même d'être dans la grossesse, juste se renseigner. Parce qu'encore une fois, quand je sais, je diminue la part d'inconnu et donc ça me rassure. Mais également, si c'est un projet, je sens qu'au fond de moi, mais j'ai tellement envie de créer cette famille, vraiment. Et là, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. On investit sur soi et sur ce projet et on va consulter un psychologue. Vraiment, en fait, c'est une peur et une peur, ça peut s'accompagner. C'est quelque chose qui est souvent irraisonné, une peur, donc on reste pas seul face à ça. Mais il faut oser se poser les bonnes questions et c'est parfois des questions qui ne sont pas agréables à se poser. Est-ce que, là tu parlais d'une psychologue, mais est-ce que vous, en tant que sage-femme, vous accompagnez aussi ces femmes-là qui viennent vous consulter avant grossesse et qui ont peur? Et complètement, en fait, vraiment, on peut aller chez un soignant juste pour parler. Tu vois, il n'y a pas de nom genre préparation à la naissance. Mais en fait, je peux juste prendre un rendez-vous gynécologique, passer 30-40 minutes chez ma sage-femme pour poser toutes mes questions. Je suis en désir de grossesse, j'ai plein de questions, j'ai besoin d'en parler. Prenons rendez-vous et parlons-en. On n'est pas obligé là de faire un examen, on peut juste parler. L'information, ça fait partie de notre métier. Il n'y a pas besoin que ça ait un intitulé préparation à la naissance et à la parentalité. Et du coup, je rebondis pour dire que c'est la même chose en postpartum. Il n'y a pas forcément besoin d'intituler pour dire il y a de la prépa avant. On n'ose pas forcément prendre un rendez-vous quand c'est pas programmé après, mais en fait, on peut prendre un rendez-vous avec une sage-femme juste pour discuter. J'ai plein de questions, ça va pas, j'ose pas. Je prends rendez-vous et je discute avec le professionnel qui est capable de m'apporter des réponses et un éclairage là-dessus. T'as raison. Encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir. Exactement. Mais j'espère aussi, j'aimerais tellement que tous les soignants soient comme toi. C'est aussi bienveillant. Je pense que c'est aussi un petit peu le souci parfois, tu sais très bien, dans la fissure qui s'est créée. La profession ne fait pas le professionnel, on est tous individuels et puis il y a des feelings aussi. On est tous différents et ouais, je souhaite à chacun de trouver le soignant qui lui correspond, mais il y en a bien plus qu'on le croit, vraiment, vraiment. Et moi, je suis la sage-femme que je suis de par toutes les rencontres des autres sages-femmes que j'ai croisées. Donc, il y en a des centaines. Je peux en citer plein. Non, mais tant mieux. Merci beaucoup, Charline. Merci à toi.
C'était le hors-série numéro 12 de la Matrescence. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous avez aimé ou sur les réseaux sociaux @lamatrescence. On se retrouve le mois prochain.